Je voudrais bien faire écrivain détective. On y va, on y va. Elle est fragile à manipuler avec précaution. Oh là là, oh là là, oh là là. C'est emballé. Oh la vache. Elle est là. Aujourd'hui, j'ai publié ma thèse. On va en parler. J'ai déjà pas mal parlé du travail de thèse. J'ai même consacré une playlist aux vidéos consacrées à la thèse et même à la méthodologie, aux à côté de la thèse, à la façon dont on peut vivre la thèse. Et pas mal à Renan, et je ne m'en suis jamais cachée. Il est à peu près clair que j'ai fait une thèse sur l'historien des religions, Ernest Renan, le blasphémateur européen tel que l'a désigné le pape à l'époque de la publication de Vie de Jésus. Elle est maintenant publiée, je ne vais pas résister longtemps, le colis est arrivé ce matin, c'est encore quelque chose d'un peu irréel. Je plane complètement, je ne me rends pas complètement compte, mais j'ai quand même envie de transmettre évidemment cette joie mais là, de parler, de présenter vraiment ce qu'est cette thèse. La voici. Donc Ernest Renan, Savoir de la nature et Pensée de l'histoire. La thèse version jury s'appelait pareil, sauf que c'était pensée historique, ce qui change de petites choses, mais voilà. On est chez Honoré Champion, c'est un éditeur que j'ai déjà mentionné, notamment pour la correspondance générale de Renan. D'autres ouvrages, mais c'est un éditeur académique, il me semble qu'il reste privé, donc en lien avec Slacktine. Champion, c'est un éditeur assez... Honoré Champion, un éditeur assez ancien. Et moi, je suis assez ancien et assez prestigieux, qui édite beaucoup donc d'études de ce type-là, d'actes de colloques. Donc il y a quand même une ligne éditoriale qui est très académique, sans dépendre, me semble-t-il, d'université. Ce qui n'est pas le cas de Classique Garnier, par exemple, aujourd'hui, qui est très proche de la Sorbonne. Je ne sais pas à quel point institutionnellement, comment les choses se déroulent. Mais en tout cas, voilà, qui a déjà le prestige des années et d'une sélection universitaire quand même très pointue. On n'est pas sur une publication de librairie courante, je vais dire. C'est un peu dur à expliquer à mes grands-mères, mais il y a quand même très peu de chances de trouver cette thèse à Hyper U ou même chez un éditeur, enfin chez un libraire
comme ça. En revanche, ce sont des choses qui se commandent. Ce sont plutôt dans les pratiques étudiantes, des ouvrages que l'on consulte en bibliothèque. Mais enfin, il y a quand même des moments où on en achète. Moi, j'en ai quand même quelques-uns, des champions. La correspondance générale, évidemment, d'autres sur lesquels j'ai fait des recensions. Et ça m'est arrivé d'en acheter. Et même, j'avais déjà participé au dictionnaire Flaubert, dirigé par ma directrice de thèse. Plus facile d'accès parce qu'il a été réédité en poche, mais pour ça, il faudrait que j'en vende beaucoup. Je mettrai évidemment le lien en dessous. Je me suis inscrite en thèse en 2014. J'ai eu mon contrat doctoral en 2013. J'ai soutenu le 29 novembre 2019. Et il faut quand même dire, de façon, donc on va voir un peu voilà, comment on en arrive de la thèse à la publication. Le moment de la rédaction de la thèse, bon, ben, il est très long, puisque moi j'ai commencé à écrire assez tôt, mais en fait on réécrit à la fin. Je trouve qu'on va plus vite quand on réécrit que quand on écrit ex nihilo. Et puis je trouve qu'il faut toujours écrire de toute façon. En tout cas, moi je fais partie de la team qui préfère écrire assez vite. Euh, Parfois aussi des articles, hein, c'est pas forcément toujours la thèse, mais pas mal d'articles font progresser la réflexion. En tout cas, moi, on le sait, je réfléchis en parlant, c'est pour ça que j'ai cette chaîne YouTube, et je réfléchis en écrivant. Donc ça me permet de me surprendre moi-même en quelque sorte. Mais voilà, surtout en fait, écrire va amener au-delà de la blague à dérouler des idées, les tester, les éprouver, les relire sans défaire, ne plus les avoir en soi, mais pouvoir les voir de l'extérieur. Et ce sont moi des étapes qui, dans mon cheminement intellectuel, sont absolument primordiales. La thèse, entre la soutenance en 2019 et la publication maintenant en 23, elle leur a pris du temps. Et alors, comment se découpe ce temps? D'abord, il y a eu un moment où je n'ai rien fait. Juste après la soutenance, c'est-à-dire que j'ai essayé de me reposer, puis j'ai eu d'autres urgences académiques et une première campagne. J'ai déjà parlé des campagnes universitaires, elles sont éprouvantes. Et moi, je savais que j'avais besoin, ça c'est aussi parce que je me connais bien dans ma façon d'écrire. Je sais que, par exemple, le moment où un article revient, souvent 6 mois après, c'est un moment où j'ai un œil vraiment neuf dessus et que j'ai besoin de ce temps-là. C'est aussi pour ça que je conseille d'écrire bien en amont pour avoir ce temps-là avant la version jury. Mais ce n'est pas la version jury que j'ai envoyée à Champion. C'est une version qui avait déjà été remaniée et en partie réécrite et expurgée des notes les plus académiques, les plus longues, ou synthétisées. J'ai enlevé des redites, j'ai bien sûr tenu compte des remarques de mon jury, et je remercie encore mon jury de ces remarques que j'ai pu avoir en amont de la soutenance, parfois bien avant, ce qui explique aussi le choix des gens hein, qui sont dans le jury. On peut avoir développé déjà des liens intellectuels, avoir reçu du soutien méthodologique, par exemple, bien en amont. J'ai été absolument éclairée par les remarques de Claude Blanquert à la suite d'un séminaire au Muséum, où j'ai présenté donc, Renan et les sciences naturelles, ce qui est déjà mon sujet, et où Claude, que j'admire énormément et pour lequel j'ai une immense affection, m'a signalé extrêmement gentiment, pas en public, enfin ça c'est toute la manière extrêmement, vraiment j'insiste, indélicate de faire de Claude, qui est de ne jamais humilier, jamais critiquer sans être positif aussi, mais sans non plus endormir les gens. Euh, et qui m'a très gentiment dit que je faisais quand même un très gros contresens en pensant mal le rapport nature-culture que je pensais un peu universel à l'époque et qui en fait, et depuis, ça remonte au travail de thèse lui-même, hein, mais que j'ai pu historiciser et qui est devenu maintenant le fondement de mon postdoctorat. Donc ce sont des apports comme ça qui se retrouvent et qui font qu'on a de l'apprentissage-erreur de façon bien moins schématique que ce que sous-entend la formule apprentissage-erreur. Mais c'est ça le jeu de la science, et une thèse s'inscrit toujours dans une communauté de gens qu'on essaie de remercier explicitement, mais qui parfois ont aussi eu un rôle non visible. Donc j'ai remanié ma thèse en tenant compte encore une fois des remarques de mon jury, donc il n'était plus aussi majeur hein, que celle sur ce rapport nature-culture, mais puisque ça a été une avancée monstrueuse pour comprendre ce qui se passe avec Renan, et chez Renan, et plus largement au XIXe siècle. Et alors après, c'est pas des remarques de détail, des coquilles, des choses comme ça, on peut faire... Après ça, il faut vraiment
se le dire tout de suite, une bonne thèse, c'est déjà, le premier critère, c'est une thèse finie. Et la thèse parfaite est quand même globalement inaccessible. Et il faut la viser. Il faut toujours viser l'horizon, mais accepter d'être humain, pour le dire simplement. Ce qui n'empêche pas de grande joie ou ce genre de choses, je crois. Voilà, en tout cas, moi, c'est comme cela que je fonctionne. Et voilà, je l'ai remanié, donc avec des conseils aussi de ma directrice de thèse, que je vais remercier nommément, Gisèle Séginger, pour tout ce travail de thèse, de post-thèse. Alors, plus de post-doctorat, puisque je ne suis plus dans mon université de thèse, mais nous entretenons toujours de très bonnes relations, meilleures même. Et je suis réellement reconnaissant de ce qu'elle a pu m'apporter à énormément de niveaux de ce travail. J'ai présenté la thèse au comité de sélection d'Honoré Champion et elle a été sélectionnée dans dans le format. Alors j'ai oublié les intitulés exacts, mais globalement donc avec une plus grande autonomie pour le rédacteur ou la rédactrice, c'est-à-dire en fait qu'on considérait que c'était déjà pas mal propre et qui avait après bon évidemment du travail de mise en page. Un peu de correction, ça a surtout été moi, puisque c'était ce format-là. Je ne sais donc pas comment ça se passe avec un accompagnement plus grand de l'éditeur, mais je tiens à remercier Champion pour cette confiance aussi et cette autonomie particulièrement grande pour cette publication, vraiment. Et en particulier Alain Montandon qui dirige la collection dans laquelle est publiée cette thèse, c'est-à-dire Romantisme et modernité. Je suis le numéro 203. Et je ne sais pas pourquoi même le numéro m'enchante. Donc ça, c'est un... Et c'est l'avantage de cette plus grande autonomie, c'est aussi, comme il y aura moins de travail de correction éditoriale, les choses vont plus vite. Et cette vitesse, en étant une jeune chercheuse encore sans poste fixe, quoique pas à plaindre, comptait. Voilà, c'était quand même important pour moi de pouvoir assez rapidement dire j'ai un contrat d'édition, j'ai un accord. Voilà. Et ensuite, il se passe quand même assez longtemps entre la signature du contrat et l'édition elle-même. C'est-à-dire, pour le dire en termes personnels ou en temporalité personnelle, mon père a su pour le contrat d'édition. Il l'a vu, je le lui ai montré dans les semaines qui ont précédé son décès. Et même s'il avait une très grande confiance en moi, peut-être une confiance que je n'ai pas toujours, il a pu le voir et ça a énormément compté. Voilà, qu'il le sache, même s'il n'a évidemment pas pu voir le volume lui-même. Donc là, on est en 21. On est au début de l'été 21. Et il se passe après plusieurs étapes qui sont en fait une double correction. Donc à Champion, il y a 2 jeux d'épreuves. Et ça, c'est une chose que j'ai énormément appréciée. Alors c'est d'abord extrêmement... recevoir les épreuves, voir la couverture en format A3, hein, parce que tout est... il y a un moment où tout commence à être maquetté. Et bien on y va, on apprend les sigles, hein, tout est très bien expliqué. Mais pour permettre l'aller-retour, traquer les coquilles, reformuler. Et entre le premier et le deuxième jeu d'épreuve, on est censé, sur le deuxième jeu, ne plus faire que des corrections de détails. Moi, j'ai quand même, c'est aussi le moment où on fait l'index. J'avais déjà fait un index pour ma thèse et c'est quelque chose que je trouve extrêmement précieux et bien plus facile à faire maintenant sur ordinateur. C'est-à-dire que je sais que il y a des index très très précieux dans les histoires des origines du christianisme. C'est Cornélie Renan Schaeffer qui s'en occupait. Bon, ben là, ça a été moi qui ai fait cet index. Pour moi, uniquement des noms. Voilà, j'ai pas fait d'index des choses ou de choses avoisinantes que l'on trouve par exemple dans des éditions universitaires poétiques. On en a dans l'édition de la Délie, je crois que c'est celle des belles lettres. Je sais plus qui s'en occupe. Je vais vraiment faire une vidéo sur la Délie à un moment. C'est un recueil qui revient beaucoup. Et donc, normalement, on a bien l'index. Et là, l'index, comme j'ai eu un décalage qu'on n'a pas su expliquer dans les pages, je l'ai refait à la main. Alors parce que c'était pas sur l'ensemble de la thèse, c'était sur quelques chapitres qu'on avait un décalage. Mais là, moi, j'ai vraiment voulu
vérifier les occurrences une à une sur cette partie-là, et puis après avec des carottages euh, pour voir. Donc, voilà. Donc, il y a, même si l'index il a été généré automatiquement du côté de champion, à partir me semble-t-il, mes entrées d'index déjà faites, bah, j'ai pu voir qu'il y avait des entrées d'index qui avaient été mal faites, ou pour lesquelles il y avait encore des ambivalences à reprendre, donc bah, je les ai corrigées. Et aussi, bah, j'ai pu reprendre ce décalage normalement. Donc j'espère que l'index est à peu près correct. C'est extrêmement précieux quand on n'a pas l'édition électronique, et donc pas le contrôle F hein, pour rechercher, ou le pomme F selon votre système d'exploitation. Pour rechercher des occurrences, moi, c'est vraiment comme ça que je fonctionne. Beaucoup, et en fait je regarde. Quand je consulte des livres, en tant qu'universitaire, chercheur, ça me permet de scanner un peu ce qu'il va y avoir dans le livre. Évidemment, je regarde le titre. Maintenant, souvent, j'oublie la 4e de couverture, donc là, c'est moi qui l'ai rédigé. Et re-rédigé, puisqu'en plus, j'ai eu la chance de changer de statut. Table des matières, tac, et avant quelques pages, voilà, d'index pur. C'est quand même très très pratique pour s'y retrouver dans une édition papier. Ça permet quand même, en fait, ces livres universitaires, ce ne sont pas forcément des livres que l'on lit de A à Z, ce sont des livres dans lesquels on circule. Et ensuite, mais quand même je trouve, belle bibliographie, surtout que je n'ai pas déployé les œuvres complètes de Renan, ce qui m'aurait encore étendu cette bibliographie. Là, pour aller, j'ai juste mis une œuvre complète. Voilà la bibliographie, c'est-à-dire on va des pages 527 à 557. Voilà, c'est ça, vraiment une bibliographie universitaire. Donc ça, ce sont des éléments qui sont extrêmement précieux et importants quand on est dans un texte académique, qu'on va moins retrouver dans d'autres textes, parce qu'en fait, ces usages de lecture sont vraiment spécifiques aussi à la recherche. On lit de façon beaucoup moins linéaire, on va lire un morceau, etc. Ça, c'est habituel. Donc évidemment, bah, j'ai rempli ces consignes-là, puisque je sais plus si c'était une obligation ou pas, mais en tout cas, c'était apprécié. Ça avait été apprécié au moment de ma thèse. Moi, de toute façon, je l'apprécie tellement chez les autres que je le fais pour les autres, parce que là, je suis vraiment, vraiment, vraiment renanienne. Je considère qu'une thèse est un travail. Enfin, en plus, moi, je suis vraiment dans la monographie telle que l'analyse Renan. C'est une brique, pour reprendre sa métaphore de l'édifice qui vient de l'évangile, hein, ou une pierre. Mais à ce moment-là, il parle de brique, justement. Il déplace un peu la métaphore de la pierre, hein, de l'église. C'est en tout cas, un, une synthèse déjà, une production de savoir, dont il ne restera peut-être à un moment qu'une idée ou un symbole, mais qui participe à un tout, et qui, pour participer à ce tout, doit être circulable et transmissible. Et donc, il faut favoriser au maximum les lectures académiques, et permettre cette circulation pour que la thèse soit utile. Ce ne sont pas des questions d'orgueil, bien sûr que ça fait très plaisir d'être lu et d'être cité, mais enfin, Champion, ce n'est pas un éditeur grand public, et je n'ai pas fait une thèse grand public. Je fais une thèse. Voilà, une thèse académique, quoi, vraiment académique. Mais qui permet, je crois, quand même de synthétiser des choses sur Renan, de synthétiser la pensée de Renan, qui est assez complexe, et qui peut avoir beaucoup d'ambivalence et parfois des contradictions, mais je dirais plutôt des paradoxes, puisque ces contradictions se résolvent en fait, souvent par des changements d'échelle, mais je vais présenter la thèse elle-même, hein. Et il faut que ces choses-là soient accessibles, pas forcément pour elles-mêmes, mais parce qu'elles vont servir à d'autres. Et il faut que ça serve à d'autres. Alors, pas voilà, forcément celle-là, mais si on fait tout ça, c'est pour avoir cette participation à la communauté scientifique. Donc il faut jouer ces règles de la communauté scientifique, et cette circulation, cette fluidité. Mettre en place le dispositif universitaire, c'est rebutant. Quand on n'est pas académique, on n'y est pas habitué. Mais c'est aussi quelque chose, en fait, qui favorise ce type de lecture, qui permettent d'autres productions de savoir. Et c'est très important, je trouve. Je remercie la région Île-de-France qui a financé mon contrat doctoral, avec un contrat hors dîme tel que ils ont été supprimés dès l'arrivée de Valérie Pécresse à la région Île-de-France. Mon laboratoire, le LISA, hein, ce sont les différents
logo que l'on trouve derrière l'ISA, qui est un laboratoire de l'université aujourd'hui Gustave Eiffel, qui s'appelait UPEM. Et moi, j'appartenais à la commu UPE. Donc ça, ce sont des choses qui institutionnellement ont changé, mais globalement, ce sont quand même les mêmes équipes. Et je suis très heureuse d'avoir eu un prix de thèse en représentation de l'école doctorale Culture et Société pour cette thèse. Je le cite évidemment parce que c'est quand même très chouette de l'avoir eu. Je suis vraiment désolée pour répondre à une vieille question d'une de mes grand-mères. Non, il y a qui m'a demandé, mais enfin, Azélie, y aura-t-il beaucoup de personnages dans ta thèse? Oui, effectivement, il y en a un principalement, Renan, mais c'est peut-être plus un jeu de concepts et aussi avec une méfiance sur ce que peuvent être les concepts ou voir comment on analyse un concept et ce que ça va produire pour un texte qui m'intéresse. Mais je n'écris pas encore un roman, cela viendra peut-être. Et tant qu'on y est, ils sont vraiment très déçus les mamies pour Hyper U et les personnages. Mais elles sont très très heureuses. J'ai passé des coups de fil ce matin. Donc on rappelle, ça c'est la page de couverture, 4e de couverture, la tranche. Et là, ce qu'on appelle véritablement la page titre, c'est très important quand on a des sous-titres pour les bibliographies, je le rappelle, avec ce logo que je trouve toujours aussi splendide d'Honoré Champion. Honoré Champion lui-même a été enterré au cimetière Montparnasse, c'est une très belle tombe. Alors on envoie une photo sur le site de Champion, mais comme le cimetière du Montparnasse est un de mes cimetières préférés, je vous invite à aller vous promener. Et on retrouve bien sûr les logos. Alors, je tiens à le dire, cette thèse est sans doute dédiée à mon père. Donc j'aurais vraiment été très heureux qu'il puisse la voir, à mon père qui nous a laissé bien des souvenirs, et commence avec des remerciements. Ça, c'est en général ce qu'on lit. Et pour faciliter la lecture, le mode dispositif universitaire, des remarques sur la façon dont on cite les œuvres. Ça, en fait, c'est pour les abréviations bibliographiques. Donc, je n'ai peut-être pas besoin d'aller là. Et en fait, là, je vais un peu expliquer ce que j'ai fait dans cette thèse et pourquoi cette thèse, elle s'est faite comme cela. Moi, j'ai eu l'immense chance, alors pas d'être bien rangée parce que j'ai encore des paperasses un peu partout, d'être contactée par ma directrice de thèse pour rejoindre son projet ANR. Les choses ne se sont pas faites immédiatement, il a fallu attendre encore un an et changer un peu nos projets. En tout cas, c'est dès 2011-2012 que j'ai commencé à travailler sur Renan. Je n'avais pas travaillé du tout dessus en master, j'étais en spécialiste du XVIIIe siècle, aussi bien en études littéraires qu'en études germaniques. Et c'est pour cela, en fait, pour ce double cursus, que ma directrice m'a contactée pour rejoindre une ANR qui avait la spécificité d'être une ANR DFG, c'est-à-dire une ANR franco-allemande. La vie a bien des tours, étrangement, le côté franco-allemand, je l'ai laissé tomber. Alors Renan était intéressant quand même parce que Renan a une forte influence de la pensée allemande. C'est pas exactement ce que j'avais étudié en master, puisque même si mon master était quand même très axé philo-littérature du 18e, la période d'études s'arrêtait juste avant, celle de la naturphilosophie et du romantisme allemand, donc j'ai bûché. J'ai pas mal bûché évidemment, et sur Renan et sur ces questions-là, mais j'avais quand même ces repères germanistes qui m'ont aidé, même si j'ai fait finalement assez peu d'allemand depuis que je suis en thèse. Ich habe viel verlernt. J'ai beaucoup désappris. Et l'idée, c'était, en fait, ma directrice de thèse est inscrite dans un champ qui s'appelle épistémocritique et que j'ai déjà évoqué rapidement, et un jour, il est un peu au-dessus de moi, je parlerai plus en détail du livre fondateur de cette école, Savoir à l'œuvre, essai d'épistémocritique de Michel Peirsin. C'est une publication de 1990. L'idée de Michel Peirsin, c'est vraiment d'étudier ce que deviennent des savoirs, le plus souvent scientifiques, mais pas exclusivement, mais au départ c'est quand même plutôt scientifique, une fois qu'ils changent de milieu, pourrait-on dire, c'est-à-dire en fait de contexte, c'est-à-dire dans des textes non scientifiques, le plus souvent littéraires. L'approche de Michel Peirsin, ça avait d'autres avantages. Elle apparaît à un moment de lassitude, le mot est peut-être pas bien choisi, par rapport aux grands systèmes théoriques universitaires ou à des approches très formalistes, c'est-à-dire après Barthes, Derrida, Genette, en gros. Alors, qui sont toujours là à ce moment-là, mais qui ont déjà vraiment occupé le devant de la scène universitaire.
pour proposer des approches faites, alors qui peuvent, dans un certain sens, rejoindre ce qu'on appelle aussi la sociocritique, hein, de Claude Duché. Là, je viens de voir passer, je crois que c'est un ouvrage collectif consacré à Claude Duché, j'ai vu ça sur Fabula ce matin. Alors, voilà, qui met moins en avant, hein, la sociocritique, c'est encore un cours un peu différent, mais je trouve que les deux se marient pas forcément si mal. Et avec une dimension, donc, bah, voilà, très épistémologique. C'est-à-dire l'épistémologie, c'est au départ une branche de la philosophie qui étudie comment on sait, comment on connaît, quels sont les modes de production du savoir, et même plus précisément, une grande branche de l'épistémologie, c'est en fait qu'est-ce qui fait des critères de scientificité. Qu'est-ce qui fonde la scientificité, c'est-à-dire le fait d'être scientifique. Qu'est-ce qui est un mode de connaissance, parfois extra-scientifique, parascientifique, anti-scientifique, etc. Donc, finalement, c'est l'épistémologie pour la littérature. Mais avec des questions qui sont très spécifiques. Alors, c'est assez technique, hein, comme approche littéraire. Moi, j'adore ça. On l'aura compris avec les vidéos. Je fais peut-être le clown assez souvent, mais c'est la technicité qui m'intéresse et que j'essaie de transmettre quand j'enseigne, ce que je faisais encore l'an dernier avec les secondes au lycée, en leur disant, voilà, nous, avec cette métaphore un peu virile, qui m'amuse beaucoup, ou très Jacques Demy, nous, notre boulot, hein, c'est la littérature. Voilà, on ouvre le capot, on démonte le moteur et on regarde comment ça marche. Pourquoi ça marche? Comment ça se fait que ça marche? Ce qui, à mon avis, permet souvent d'écrire, même si on n'est pas obligé d'en passer par ces étapes-là pour écrire. Et ce qui permet aussi le fameux recul critique que l'on doit enseigner aux élèves, et puis qui, moi, de toute façon, me fascine. Enfin, j'ai pas démonté tellement de montres ni de moteurs quand j'étais petite. Il paraît qu'un jour, j'ai plutôt utilisé des plaquettes de timbre en gommettes. Ça, on m'en a beaucoup parlé. Ça fait cher, les gommettes. Mais je pense que là, en fait, il y a quelque chose qui se retrouve de très très profond dans le rapport qu'avait mon père à son métier, puisqu'il était développeur, indépendant, et en fait, il faisait un genre de recherche pratique indépendante, appliquée. Et il aimait bien démonter des moteurs. Tu vois, là, je suis la fille d'ingénieur, clairement. Ça pourrait expliquer mes goûts personnels. Donc moi, j'arrive dans cette ANR et dans ce milieu universitaire très positif pour démarrer une thèse. Alors, au début, c'est un peu dur, hein, parce qu'il faut se mettre à niveau très très vite, et l'épistémocritique implique quand même pas mal d'histoire des sciences. Et là, on est sur des domaines que je trouve absolument passionnants. Donc, c'était pas une douleur, quoi, d'apprendre tout ça, mais qui vont accroître l'exigence de scientificité, et on va dire en gros de rigueur dans l'écriture, parce que l'histoire des sciences, des philosophes, pas l'histoire des sciences des scientifiques en général, est plus naïve. Je dis bien en général, est aussi une histoire, et donc ça veut dire qu'on fait aussi l'historiographie, etc. Ce qui m'a arrangé, puisque j'étudie un historien, qui lui-même s'est énormément intéressé au savoir. Donc ça, c'est un peu le bain général. Et sans suivre le déroulement de ces découvertes renaniennes, je me suis demandé comment j'allais pouvoir aborder ces questions-là, et avec cette question des sciences naturelles. Alors c'était le sujet de Biographe, cette ANR qui est maintenant... Alors les ANR, ce sont des projets collectifs à durée limitée, sélectionnés et financés par l'agence ANR, Agence nationale de la recherche. Je me suis demandé comment... donc moi, en collaboration avec ma directrice de thèse, nous avons cherché en fait un auteur pour lequel les sciences naturelles avaient été importantes, pour que je puisse rejoindre cette ANR, et il s'est trouvé que Renan marchait très très bien. J'ai eu un bol monstrueux, en plus Renan, c'est vachement chouette. Et c'est extrêmement intéressant, et je l'ai un peu vu, donc les fameuses œuvres complètes de Renan. Là, on a un tome de l'histoire des origines du christianisme dont je parlais il n'y a pas longtemps, et derrière, mais c'est caché derrière des DVD des Barthes et du Suriot, les 10 volumes des œuvres complètes de Renan. Ça, je me les suis fait offrir pour mes 25 ans. Ça fait 10 ans. Plus de 10 ans de boulot. Et il y a un moment, c'est parti, on y va. On commence à bouquiner, quoi. Et on commence à y aller. Donc,
voilà, je savais que les sciences naturelles étaient importantes. Comme Gisèle connaissait déjà Renan et avait un peu publié sur Renan, elle me l'a indiqué. Et moi, j'avais déjà cherché pas mal de sujets et elle m'a aidé à me dire, bon, ça c'est déjà fait, ça va marcher, ça pas, etc. Et Renan a commencé à marcher. Renan a commencé à marcher parce que Renan, c'est quelqu'un pour qui les sciences naturelles sont extrêmement importantes, alors que c'est un historien. Et ça, je vais l'expliquer en prenant la table des matières, en expliquant un peu la thèse. Et donc, ça faisait un sujet de thèse. Et ce que j'ai appelé, avec ces grosses œuvres complètes, parce que c'est une thèse qu'on appelle monographique sur un seul auteur, ça permettait d'avoir quand même un bac à sable bien délimité. C'est Renan ou ça ne l'est pas. Et ça, c'est une grosse question, mais on ne peut pas faire d'attribution sauvage. On n'a pas le droit. Mais ça me permettait en même temps d'avoir un bac à sable particulièrement large et extrêmement divers, avec beaucoup de textes théoriques, et moi il se trouve que j'adore ça, mais aussi des romans inachevés, du théâtre, plusieurs pièces, de la poésie, des textes très étranges, de la correspondance, des manuscrits, quelques inédits, pas beaucoup mais encore quelques-uns, des textes intimes, des brouillons, etc. Et tout ça, cette diversité de documents, eh bien, elle est extrêmement enrichissante quand on va aborder un texte, et elle est beaucoup plus facile à appréhender dans une monographie, parce que ça permet d'avoir en fait toute l'épaisseur d'un seul auteur et d'une œuvre qui, pour le coup, est particulièrement complexe dans le cas de Renan. Et moi, là, voilà, donc il y a eu, au moment où j'ai commencé à rédiger, donc en fait, globalement, moi, j'ai lu les œuvres complètes et j'ai pris des notes, beaucoup de notes. Elles sont là, imprimées. Tout ça, c'est mes notes de lecture. Voilà, des citations importantes. Évidemment, là, j'ai beaucoup joué du CTRL F ensuite pour refaire d'autres documents, pour suivre en fait le parcours de concept, mais je vais en reparler dans cette œuvre. Et donc j'ai fini par comprendre comment ça fonctionnait chez Renan. Mais pour comprendre comment ça fonctionne, la question c'est comment on le présente. Évidemment, on fait une introduction qui va poser les enjeux de tout cela, mais ensuite, comment on peut étudier ce qui est un thème, mais qui en fait est aussi une méthode. Parce qu'en fait, moi, je n'étudie pas un motif, j'étudie quelque chose que j'ai appelé un réservoir méthodologique. C'est-à-dire les sciences naturelles sont transformées en réservoir méthodologique et métaphorique par Renan pour structurer l'ensemble de son œuvre. Donc ça, voilà. On explique un peu en introduction évidemment les différents enjeux. Ce qui fait que ma première partie, en fait, pour comprendre les sciences naturelles chez Renan, et donc ça s'appelle savoir dans le titre de ma thèse, j'ai oublié de le dire, parce que ces sciences étant transformées, je vais en reparler, ne sont plus scientifiques, mais deviennent autre chose. Et donc pour étudier ces différents transferts, et élargir un peu la notion, et voir ce qui en fait, je ne l'ai pas compris tout de suite, mais je l'ai compris au moment de ma thèse, correspond à ce que Colette Guillaumin appelle un discours de la nature. Une façon dont Renan fait jouer la nature par les sciences. Eh bien, il a fallu que je comprenne ce qu'étaient les sciences. Et plus exactement, ce qu'était la science pour Renan, c'est l'enjeu de ma première partie. On y va. Alors, dans cette partie, et j'en ai un peu parlé dans la vidéo sur l'avenir de la science, hein, évidemment. Et puis, en fait, c'est quelque chose qui, depuis, m'a profondément marqué intellectuellement et qui explique le scientisme que je peux avoir. Alors, un scientisme nourri d'épistémologie autre que Renan. Je me mets quand même un peu à la page. Mais je pense sincèrement qu'il est quand même très très important, par exemple à un niveau personnel, d'être la plus rigoureuse et la plus scientifique possible en permanence, que ce soit pour évaluer d'autres textes ou pour produire les miens. Cela pour toujours monter autant que possible le niveau et le degré de fiabilité de ce que j'écris ou de ce qui va être publié, globalement. Parce que j'y vois la plus grande possibilité de faire consensus à un niveau épistémologique, au niveau des connaissances, comme à un niveau social, en fait. On a besoin de croire en la science. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas remettre en question la science. Ou que la science ne peut pas se tromper dans tel ou tel domaine, enfin voilà. Là, ou qu'il n'y a pas des fraudeurs en science. Mais globalement, pour moi, frauder scientifiquement, c'est bien pire que frauder les impôts. Ce que je trouve déjà pas bien.
Mais c'est une question qui est vraiment, finalement, à mon avis, et tel que je le pratique, aussi scientifique et éthique. Dans cette première partie, que j'ai intitulée Science et Science, et d'ailleurs c'est quelque chose que l'on va retrouver dans un numéro des études rhenaniennes que je dirige avec Maurice Gasnier, pour lequel l'article est normalement fini, on espère que ça arrivera fin 2023. Il a fallu que je comprenne ce qu'était d'abord la science pour Renan, et cette science, elle est d'abord à replacer dans un contexte biographique, qui n'explique pas tout, mais qui contextualise pas mal de choses, et qui permet quand même qui en fait se retrouve, qui se reflète énormément dans les textes. À savoir que Renan, c'est quelqu'un qui au départ a été séminariste, qui voulait être prêtre, qui pensait devenir prêtre, et qui au moment de prononcer des vœux définitifs, alors déjà en proie au doute, a quitté le séminaire à l'époque de Saint-Sulpice. Et qui en fait a d'une certaine façon déplacé sa foi de l'Église, ou plus exactement du christianisme, à la science. Alors dit comme cela, on dirait un transfert un peu grossier, mais en fait ce transfert, il se révèle par des métaphores qui finalement n'en sont pas tellement chez Renan, et qui expliquent en tout cas le vocabulaire qui peut paraître désuet aujourd'hui, encore que si on regarde bien, il ne l'est pas tant que ça. On vit dans un monde qui est beaucoup plus marqué par la foi qu'on le croit. C'est juste que ces foi sont laïcisées, mais elles ne sont pas forcément, elles n'apparaissent pas toujours avec le vocabulaire, par exemple chrétien, ou d'autres vocabulaires. Je ne parle pas seulement d'une montée des religions, des spiritualités plus largement, mais on vit quand même beaucoup sur la foi. La question, c'est aussi un peu celle que l'on a. Et en tout cas, la foi de Renan, c'est celle de la science. Mais cette foi, elle repose d'abord donc, sur ce que j'ai appelé une science idéale. C'est une expression que j'ai reprise à une lettre de Marcelin Berthelot, qui répond lui-même à une autre lettre, ce sont des lettres publiques de Renan. Celle de Renan s'appelle les sciences de la nature et les sciences historiques. Celle de Berthelot s'appelle la science idéale et la science positive. Positive, ça veut plus ou moins dire pratique, même si c'est pas tout à fait synonyme, au XIXe siècle, en tout cas, en gros, concrète, dans ce sens-là. Et en fait, il faut comprendre que Renan a une théorie de la science qu'il met en place, notamment dans l'avenir de la science, et je vous renvoie à l'édition GF éditée par Annie Petit, c'est peut-être une des plus pratiques à trouver, sinon on le trouve en ligne, mais c'est un bon poche quand même, l'avenir de la science. Texte de jeunesse qui est déjà à la fois une synthèse et un programme dont on va retrouver des traces dans des textes antérieurs, et qui en fait est l'arrière-plan de ces travaux historiens qui vont arriver ensuite. Et il faut comprendre cet idéal, un idéal donc qui s'explique biographiquement, mais qui en fait, et c'est là où c'est intéressant, au-delà de la biographie, innerve complètement sa pensée de la science. Est-ce que c'est une rareté au XIXe siècle, surtout à ce qu'on appelle le mi-temps du XIXe siècle, à la moitié? Non, non, non. Et en fait, et ça c'est le point que je vais explorer maintenant, que je n'ai pas encore beaucoup exploré à l'époque, mais je l'ai quand même mentionné, cela correspond parfaitement par exemple aux différents socialismes chrétiens qui ont des idées de la science, mais c'est aussi une science qui en fait vient avant les socialismes ou les néo-christianismes socialistes, saint-simonisme, fourierisme, positivisme, qui s'éloignent encore un peu du christianisme, mais qui sont quand même tous des mouvements plus ou moins spirituels et utopistes du 1er 19e. Cette idée de la science, elle vient de toute façon de l'idéal romantique allemand de 1800. Et il y a cette idée d'une totalité vers laquelle il faut tendre. Et l'histoire, selon Renan, elle est toujours téléologique, c'est-à-dire qu'elle va suivre un but, progressive, ça va de mieux en mieux, parce que le but, il pourrait être négatif. Enfin, c'est tendu. Et c'est tendu vers du mieux. Et ce mieux, il aura aussi des influences sociales, ce qui m'amène à parler dans une sous-partie d'une science des savants. Cela parce qu'en fait, l'idéal scientifique de Renan, il correspond à mon avis à une réactualisation du modèle de la République des lettres, parce que la science chez Renan, elle se pense comme communautaire. Alors pas communautaire dans le sens communautariste, qui en fait est un sens qui a rarement de vérité sociale. Ça, ce sont des mots qui font peur. Mais
la science, elle est collective. C'est une pratique collective et qui va même changer les personnes pour Renan. Ce qui m'intéresse dans ce deuxième chapitre de cette première partie, c'est de voir ensuite comment concrètement Renan pense la science. Parce qu'en fait, tout au long de sa vie, dans l'avenir de la science, ensuite dans plein de petits textes, des articles sont publiés, par exemple dans le journal des débats, la revue des deux mondes, ce genre de choses, notamment quand Marcellin Berthelot devient ministre de l'instruction publique, Renan, ou après la défaite de 70 et la commune de 71, Renan propose, lui aussi, comme d'autres, des programmes de rénovation de tout le système éducatif, de l'instruction publique à l'université, et de refondation de la science. Et il pense même ce que l'on n'appelle pas encore exactement le dialogue des sciences. Alors, on va un peu le retrouver sous la forme d'un dialogue, mais c'est-à-dire, Renan, c'est un des penseurs de l'interdisciplinarité. Annie Petit l'a montré dans un article très important, Ernest Renan, fondateur des humanités. J'espère le montrer aussi dans ma thèse, Claude Blanquert également. Enfin, pas dans sa thèse, mais dans d'autres études. Renan, c'est quelqu'un qui est fondamental pour la science contemporaine, mais qu'on a oublié de ce point de vue-là, parce qu'il participe de la théorisation, de la distinction entre ce qu'il appelle science de la nature et science de l'humanité. Ce qui est devenu depuis sciences naturelles, mais on va même plutôt parler parfois des sciences dures, sciences expérimentales et sciences humaines. À un moment, ça s'appelle sciences de l'homme. C'est très première moitié 20e, ça, sciences de l'homme. Chez Renan, ça s'appelle sciences de l'humanité. Et les deux sont en parallèle en fonction de leurs objets. Et donc, en fait, en distinguant les sciences et en les théorisant, les unes par rapport et en les hiérarchisant d'ailleurs, les unes par rapport aux autres. Alors lui, tout en haut, c'est l'histoire, hein. C'est un historien. Enfin, c'est dans la lettre sur les sciences de la nature, les sciences de la nature et les sciences historiques, qui est paru dans la revue des deux mondes en 63. Il théorise non seulement la science, c'est-à-dire ce que doit être l'idéal scientifique, mais aussi la façon dont cet idéal se concrétise en pratique. Et cette pratique, elle peut même être très très pratique, puisque Renan écrit dès 47 ou 48 pour importer un rituel qui s'invente en Allemagne qui s'appelle le congrès, qui devient le colloque. Et cela pour des raisons qui sont même sociales, psychologiques, de rencontres, d'interdisciplinarité. Toutes ces choses-là qui ne sont pas théorisées au XIXe siècle, Renan commence à les penser. Et à non seulement les penser, mais aussi à les pratiquer. Donc à ce niveau-là, même le fait d'écrire dans des journaux, à l'adresse d'un grand public, a du sens. Alors, le XIXe siècle, on s'en rappelle, c'est le moment où se met en place une spécialisation assez accrue des savoirs. C'est-à-dire, on considère que le dernier grand savant polymathe de toute discipline, c'est Goethe. Et Goethe, sur la scientificité, il y a, on peut dire, à boire et à manger. Enfin, des approches assez diverses et qui sont encore polémiques, d'une certaine façon, qui font discussion sur ce qui est ou non scientifique, ou si par exemple Goethe avait ou non raison. Mais enfin, Goethe, c'est quelqu'un qui a découvert un os de la mâchoire humaine, par exemple, travaillé sur ce qu'est la couleur. Et ça, ces théories de la couleur étaient absolument discréditées de son vivant, mais reviennent. Il a fait des comptes rendus sur la querelle Cuvier-Geoffroy-Saint-Hilaire de 1830, par exemple. Enfin, c'est aussi ça, Goethe, c'est pas seulement un romancier ou un immense poète, et je suppose que le modèle de Goethe est que Goethe est le grand modèle intellectuel de Renan. Et j'ai des indices quand même pour avancer un peu cette idée. Renan, donc, il pratique ce dialogue des sciences autant que possible, jusqu'au moment où, quand il est administrateur du Collège de France, il invite les autres scientifiques par fournée de 6 à 8. Pour qu'il y ait ce qu'on appelle la collégialité, qui peut être amicale, qui peut aussi être une amitié, mais qui est au moins la collégialité, qui est au moins une forme d'entente, de rencontre. Enfin, voilà. Il y a des impulsions. Donc la science, elle est pensée vraiment du niveau, on va dire, individuel, intersubjectif, jusqu'à... Voilà. Et ça, c'est extrêmement intéressant à mettre en place, et ça permet... pas à mettre en place, c'est lui qui l'a mis en place, mais à étudier, à analyser, jusqu'à, voilà, qui sont les
travailleurs, dit-il, de la science. C'est-à-dire, en fait, ces personnes qui fabriquent ces fameuses monographies. Moi, c'est pour ça que ma chaîne YouTube est, est là. En fait, Renan a réussi à imposer sa devise au Collège de France en proclamant une autonomie au Collège de France qui n'existait pas. À l'époque, il en a d'ailleurs été destitué. C'est la science en train de se faire. Et c'est comme cela que travaillait Renan pendant ses cours. Et c'est-à-dire, donc lui étant historien-philologue, globalement, il faisait de la traduction en live. Pour montrer vraiment le vrai travail du texte. C'est ça que je fais en fait en vidéo. Bon, mais pas au Collège de France, je le fais dans ma chambre. Donc quand on comprend un peu mieux ce qui se passe à ce niveau-là, je reviens donc sur ce qui amène à cette pensée de la science, quelle a été exactement la formation en sciences naturelles de Renan, là vraiment de façon biographique, avec des choses très étonnantes. Par exemple, Renan a été abonné au Musée des Familles, a découvert les leçons d'histoire naturelle de Pierre Boitard, et notamment Paris avant les hommes. J'y ai consacré une vidéo. Ça ne laisse aucune trace visible. Il y a comme une espèce de trou noir, il y a des notes de cours que je n'ai pas trouvées, alors que les papiers de Renan sont très conservés, ils sont peut-être encore chez les descendants de Renan, on croise les doigts. Mais pour essayer de comprendre un peu ce qui a pu l'influencer dans son enseignement, sa formation, son entourage. Et surtout, là, moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir, en fait, pas tellement ces détails-là, mais de voir, en fait, comment Renan en vient à faire de la science, mais en particulier des sciences naturelles, un modèle pour penser l'histoire. Et ce parallélisme, il est possible, cette analogie est rendue possible parce que Renan théorise cette séparation, cette distinction exactement entre sciences de la nature et sciences de l'humanité. C'est pas évident, hein, voilà, tout l'arrière-plan qu'il y a derrière. Chez Renan, au niveau des notes de cours, des notes de jeunesse, des brouillons, globalement, moi j'ai surtout travaillé sur des textes édités, c'est-à-dire du vivant de Renan ou de façon posthume, mais je n'ai pas énormément travaillé sur manuscrits. On peut trouver tous les tâtonnements de Renan pour arriver à ce modèle, et en fait, ce sont vraiment des tâtonnements avec ce fameux apprentissage essai-erreur. Il teste des hypothèses pour comprendre l'histoire. Et donc, il teste plusieurs modèles analogiques. D'abord les maths. Et donc, il parle d'hypothèses historiques, de théorèmes historiques. On est vraiment dans les maths. Ensuite, ça va être un modèle physicien avec l'image d'un pendule qui oscille. Bon, d'un point de vue de la physique, son image ne fonctionne pas. Il imagine un mouvement perpétuel. Et pire, perpétuellement croissant. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment il tâtonne dans le concept. Et il finit par en arriver d'abord à la psychologie et ensuite aux sciences naturelles. Et il passe par la psychologie parce qu'il a eu des cours de psychologie au séminaire, qui sont inclus dans les cours de philosophie. Et ça, c'est très logique pour des séminaristes, parce que cette psychologie, elle permet d'accompagner la confession, la direction de conscience. Pour tout cela, je vous renvoie à la thèse de Caroline Müller. Une espèce de psychologie pratique et théorique qui est considérée un peu comme... Enfin, c'est pas très prise au sérieux au séminaire. L'ouvrage de psychologie pratique de l'abbé Magnier, publié de façon anonyme, mais c'est écrit abbé Magnier dessus, à la BNF, dit vraiment en introduction que c'est une récréation dans les cours de philosophie. Hein. Voilà. Et Renan a adoré ça, fait des espèces d'auto-expérimentation psychologique sur lui-même, en s'observant, pendant qu'il éternue, pendant qu'il tousse, pendant que ça le gratte, enfin, vraiment des choses comme ça très très concrètes, des presque rien pour essayer de comprendre en fait ce qui fait le fondement d'une habitude. Et à un moment, un saut se fait où il passe de l'individu au groupe. Et ce moment-là, en fait, il passe vraiment de la psychologie à l'histoire. Mais ce saut, il va se faire par une forme de naturalisation. Et c'est-à-dire qu'il va commencer à comprendre ou à expliquer les groupes sociaux à partir de lois naturelles qu'il étudie. Et donc voilà, en passant par la psychologie, par la physique, etc. Donc ça, tout ça, c'est ma deuxième partie. J'en arrive à la troisième. Il y en a 4, ça va. On s'en sort. Hop là. Dans cette troisième partie,
qui s'intitule Les sciences naturelles fabriquent de l'histoire. Là, j'explique vraiment, vraiment ce qu'est ce modèle historien de Renan et comment il se met en place dans les textes et comment il va fonctionner. Et en fait, il faut prendre de façon extrêmement littérale les titres que donne Renan à ses ouvrages ou la façon dont il les désigne. Ainsi, son histoire des origines du christianisme, elle est pensée dans des articles publiés dans sa jeunesse, dans l'Avenir de la science. En fait, l'Avenir de la science, ça donne des articles, parce qu'il ne peut pas. C'est trop polémique comme texte, il ne peut pas le publier en 48. On le lui déconseille fortement, donc il passe des petits articles, mieux reçus qu'un gros bouquin. Et il parle déjà, dans la fin des années 40, de faire, c'est quelque chose qui arrive comme ça à un moment, une embryogénie de l'esprit humain. Et en fait, cette expression, on pourrait la croire qu'elle est métaphorique, ornementale. En fait, c'est un modèle de pensée. La différence entre métaphore et modèle de pensée, elle est établie par Max Black dans Models and Metaphors, et on voit que j'ai fait allemand LV1, en, je crois, 62. Globalement, ce qui va distinguer le modèle de pensée de la métaphore, c'est que le modèle de pensée a un étayage théorique pour le justifier. Et la métaphore sera donc plus ornementale, en gros. Et chez Renan, là, après, on va y arriver, la question c'est en fait où est l'étayage théorique. Donc il réfléchit à faire cette embryogénie de l'esprit humain, et il la décrit, notamment dans l'Avenir de la science. Il décrit ce que ça veut dire et comment ça fonctionne. En gros, pour Renan, les groupes humains sont comme des espèces, mais sont des essences. Il y a une réalité, une réalité fixe finalement, une essence vraiment, de ces groupes humains, comme il y a une essence des concepts. C'est quelqu'un de profondément idéaliste. Mais même moniste spiritualiste d'ailleurs, quand on... Tout est concept chez Renan. Et les concepts évoluent, comme peuvent évoluer, finalement, pas les individus des espèces, mais les espèces en tant qu'essence elles-mêmes. Et à ce niveau-là, et donc la religion, alors c'est pas la religion, le christianisme évolue, comme du vivant. Donc le modèle, c'est l'organisme. Et là, Renan, il est en plein dans l'organicisme, donc la pensée organique, qui est l'objet de la thèse de Schlanger, les métaphores de l'organisme, Vrin 71, réédité, c'est vachement bien, mais c'est dur. Il est en plein dans cet organicisme romantique, et il en met partout, globalement. Et donc l'idée, c'est, globalement, en fait, ce sont des métaphores ou des façons de penser, plus fortement que des métaphores qui sont anciennes, quand on parle par exemple des âges en histoire. Et au XIXe siècle, il n'est pas rare de considérer que le XIXe siècle est un âge adulte pour l'Occident. Et donc il y a aussi des peuples enfants, par exemple. Attention, là on entre dans le racisme scientifique du XIXe. Ce qui explique, ce qui permet, plus exactement, de donner un étayage idéologique à la colonisation. La colonisation, elle n'est pas faite par idéologie, elle est faite par profit. Voilà. Mais elle a un étayage idéologique qui vient masquer l'appât du gain. Globalement. Et après, profit, prédation. Et Renan, alors que le profit et la prédation intéressent vraiment peu, il est vraiment tout intellectuel, il reprend donc ces métaphores des âges, sans forcément que ce soit chez lui des métaphores anthropomorphes, à forme humaine. Hein. C'est assez vague chez lui. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que les métaphores sont indicatives, elles ne sont pas complètes. Et il dit, mais puisque c'est cela, on peut appliquer donc les mêmes principes que pour l'embryogénie et l'étude des embryons. Et il s'appuie sur les travaux de tératogénie de Geoffroy Saint-Hilaire. Et en fait, très exactement, j'ai fini par trouver la source parce qu'elle n'est pas dans les œuvres complètes. Sur la vie et œuvre d'Étienne Geoffroy Saint-Hilaire par son fils Isidore, je crois que c'est dans ce sens-là les prénoms, j'ai un petit doute, dont il fait une recension, je crois, dans La liberté de penser, c'est un journal. Et ça, c'est la clé.
Voilà. Et c'est là où il va trouver son modèle, dans ces travaux-là, parce que puisqu'on peut étudier l'embryon et qu'il y a des moyens qui sont en fait l'analogie et l'induction, donc le raisonnement intellectuel à partir de ce qui est, on va pouvoir remonter le temps. En gros, si on sait comment se développe un organisme, que cet organisme soit une langue, une religion ou un organisme biologique, si on en connaît les lois, on va réussir à déduire ce que ça a été pour des époques sans traces écrites. Et dans ce mouvement-là, les religions, les langues, etc., sont ce qu'il appelle les produits de l'esprit humain. C'est-à-dire que ce qui m'intéresse encore plus que de faire l'histoire des religions, et en particulier du christianisme et ensuite celle du peuple d'Israël, c'est d'arriver à faire ce qu'il appelle une histoire de l'esprit humain, donc il y a vraiment une dimension hegélienne à la tâche de Renan, et en fait cet esprit humain, qui est une forme d'idéal inaccessible, un peu comme le représente l'allégorie de la caverne de Platon, et donc pour atteindre cet inaccessible, on va fonctionner de façon indirecte, donc par la façon dont cet esprit humain se réalise, se concrétise dans ses produits, donc langue, religion, etc., ce qu'il appelle des institutions. Et dans ses travaux de jeunesse, il comprend très bien que les institutions sont arbitraires, mais il leur suppose des lois qu'il qualifie de naturelles, qu'il suppose naturelles et qu'il va étudier comme des lois naturelles. On a encore ça avec la sociologie de Durkheim. Voilà. Ça, c'est très très 19e. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'en voir les spécificités chez lui. Et donc, à ce niveau-là, la comparaison, elle est intéressante, elle pose des questions sur l'anachronisme, etc. Toutes questions que je balaye dans cette 3e partie. Et donc là, en fait, je suis juste dans le 1er chapitre. Là, ça va amener à essayer de voir, en fait, comment on fait l'histoire. Et plus exactement, pas comment on l'a fait du point de vue de l'historiographie, là, on l'a compris avec ces méthodes-là, mais comment l'histoire avance. En gros, quels sont les moteurs de l'histoire et comment Renan les explique. Eh bien, il les explique, c'est-à-dire, comment se fait-il que l'idée du christianisme soit apparue dans cet organisme particulier, individuel qu'a été Jésus, et dont Renan fait la biographie dans Vie de Jésus. Et après, en fait, l'histoire des origines du christianisme, ce n'est plus une biographie, c'est l'histoire d'une idée, qui devient réelle, qui devient une institution. C'est ça qu'il fait dans l'histoire des origines. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que ces créations de l'esprit humain, pour Renan, elles se comprennent sur le modèle de la génération spontanée, qui correspond à des débats extrêmement polémiques au XIXe siècle, notamment entre Pouchet et Pasteur. Aujourd'hui, on sait que la génération spontanée n'existe pas. En fait, on ne comprenait pas bien les microbes. Mais Renan reprend ce modèle-là, qui en plus a des vertus, on va dire, idéologiques, on va dire c'est aussi sont des marqueurs politiques progressistes, de gauche, très marqués scientistes, parce que la génération spontanée, eh bien, elle veut dire que le monde n'a pas été créé une fois pour toutes par le Dieu chrétien, mais qu'il se crée en permanence. Et c'est ça que suppose Renan, qu'il y a des créations peu, et que ces créations, elles évoluent. Et ces créations, il va les appeler donc des germes. Un autre point qui va être extrêmement polémique chez Renan et qui permet aussi de mieux comprendre comment il fonctionne, c'est le travail de la légende. C'est-à-dire, en fait, comment la légende se met en place. Et là, il s'appuie beaucoup sur les textes de son ami Alfred Maury. Je vous renvoie aussi aux travaux de Maurice Gasnier, qui étudie beaucoup Alfred Maury, et ça nous est très précieux chez les Renaniens et les Renaniennes. C'est-à-dire sur ce qu'on appelle à l'époque la psychopathologie, c'est-à-dire on va donner des explications psychologiques à des phénomènes considérés comme miraculeux ou religieux. En fait, il y a toute une histoire des explications des miracles, et Renan, il part globalement sur ce qu'on appelle aujourd'hui la dynamique des groupes, avec des développements assez intéressants, mais des développements, comment dire, bien développés. Voilà, assez longs. Et il donne ainsi, j'en parlais il y a, je crois, 1 ou 2 semaines, un rôle très particulier au peuple, en particulier aux femmes et aux enfants. Là, ça, c'est une sous-partie que j'ai intitulée « Ça m'a beaucoup amusé, surveiller et bénir », pour parler de ce rôle ambivalent des collectifs qui font le moteur de l'histoire, mais qui n'en sont que des agents anonymes, plus ou moins anonymes et aveugles.
En fait, ce qu'il faut comprendre maintenant, ça permet de revenir à ce qu'est une métaphore et ce qu'est un modèle de pensée chez Renan, et comment les choses fonctionnent. Un point qui est fondamental pour le comprendre, c'est que Renan, c'est quelqu'un qui refuse l'idée qu'il puisse y avoir un miracle, parce que l'idée même du miracle n'est pas scientifique. Est-ce que Renan est devenu athée? Non. En tout cas, il se passe un peu autre chose. Mais chez Renan, plus exactement, ce qui se passe, c'est que ce refus du miracle, il va se déplacer sur en gros, du miracle psychologique, la personnalité extraordinaire, des choses comme ça, et notamment le charme de Jésus. Et là, j'en ai déjà parlé, Renan, en expliquant que Jésus est un charmeur, fait énormément polémique. Il est destitué, puis révoqué du Collège de France, blasphémateur européen, on soigne l'Angélus pour vie de Jésus, etc. Et c'est un auteur qui est mis à l'index et dont les ouvrages sont systématiquement étudiés pour la mise à l'index. Je vous renvoie à Renan et la congrégation de l'index, un article de Jean-Baptiste Amadieu pour les études renaniennes, on le trouve en ligne. C'est très très bien, c'est très intéressant. Mais ces explications, on l'a vu, elles sont aussi psychopathologiques. Et là, moi, ce qui m'intéresse, en fait, globalement, pour Renan, la conversion, c'est de la ferveur. La ferveur, c'est de la fièvre. Et le christianisme, c'est un peu une maladie. C'est pas la maladie d'amour, mais presque. C'est la maladie d'amour chez Marie-Madeleine, on l'a vu la semaine dernière. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce que fait Renan, c'est très simple. Il réécrit la Bible. Et ça, c'est vraiment frappant dans Vie de Jésus, où c'est vraiment l'ouvrage où ça marche le mieux. Renan, il réécrit scientifiquement la Bible en prenant littéralement des métaphores religieuses, en choisissant soigneusement les termes, et en leur donnant une interprétation, une motivation, en réinjectant de la scientificité dans ces textes. Alors une scientificité de son époque. Ainsi, ce qui m'a vraiment marqué, c'est comment Renan reprend la parabole du germe de blé, tout en faisant de Jésus un germe. Et là, j'ai vraiment toute une analyse du vocabulaire du germe, du virus, du microbe chez Renan, qui montre comment, en fait, dans un ensemble de textes et de façons de penser les causes premières, alors pas les causes premières d'un point de vue théologique, mais on va dire, le mot est mal choisi là, mais comme des causes, quoi. Il se place systématiquement dans le choix de son vocabulaire, au plus près des textes, mais en donnant une nouvelle motivation au terme. Et par exemple, pour le germe, bon, c'est un mot qui est très courant au XIXe siècle, donc c'est celui qu'on trouve dans la parabole du germe de blé. C'est aussi un terme que l'on va trouver, le germe, c'est quand la graine commence à germer, c'est cette étape-là. Et ça, c'est ce qui va... c'est un mot qui est très courant pour parler le germe de la révolution. Donc il va injecter dans le germe de blé de la parabole ce germe révolutionnaire, mais aussi globalement la charge virale, les connotations scientifiques, qui vont permettre d'expliquer, qu'il va plus parler de ferveur, parce que c'est aussi un mot qui parle de la foi religieuse, que de fièvre. Ou alors la ferveur, elle est aussi religieuse que pathologique, et elle permet d'expliquer les miracles. C'est aussi, il parle par exemple beaucoup de la propagation et de la propagande. Et ça, ce sont des termes religieux. La propagande, c'est ce qui doit être répandu. Et c'est ce que font par exemple les jésuites. Voilà, on a des ordres de propagande, et c'est une des missions chrétiennes, mais la propagande, elle devient aussi la propagation virale au XIXe siècle. Et donc, en fait, ces modèles, globalement, Renan, c'est quelqu'un qui est assez classique dans ses tournures, mais qui, en fait, déplace de la religion vers la science. Donc là, on se rappelle ce qu'il faisait déjà en passant sa foi de la religion à la science. En fait, ça se concrétise très concrètement dans les métaphores et donc dans les exemples, dans les exemples choisis, dans la façon qu'il a de traiter l'histoire. On y est ?
je passe à la 4e partie, qui s'appelle Idée de nature et pensée de l'histoire, et qui en fait là parle vraiment de cette écriture de l'histoire, d'abord sur cette façon qu'a Renan de penser le changement. Ça c'est très important. Renan c'est quelqu'un qui a un modèle historique, on l'a dit, progressiste et téléologique, et progressif et progressiste pour son époque, ce qui fait pas de lui un radical socialiste, hein. C'est plutôt du centre-gauche, hein, globalement. Mais marqué à gauche, poil à gratter, enfin voilà, sans être chez les socialistes du tout. Ce qui, là, ici, m'intéresse, c'est de voir quels sont vraiment les moteurs de l'histoire, donc globalement l'amour, la douleur. Là, on a un modèle schopenhauerien chez Renan qui est très très fort, mais qui n'est pas le seul, et de voir ce que ça donne dans les textes, notamment théâtre, ici, dans cette partie, ou dans des textes plus hybrides. Il y a pas mal de textes un peu baroques. Voilà, je ne vais pas employer le mot baroque dans la thèse, mais il y a vraiment des moments très étranges comme cela. Et surtout, il faut comprendre que Renan, il suppose un mouvement de l'histoire en 3 étapes. Syncrétisme, analyse, synthèse. Et le syncrétisme, globalement, c'est le bordel. C'est le moment de l'indifférenciation. L'analyse, il faut vraiment le prendre dans un sens très 19e, hein, l'analyse, c'est la découpe. C'est en fait le moment de spécialisation, de distinction des choses, et qui peut aussi être bien sûr des moments polémiques, et qui va aller vers la synthèse, qui est en fait le syncrétisme en mieux, globalement. C'est-à-dire, pour Renan, c'est le moment où la religion deviendra vraie, où en fait, on aura prouvé scientifiquement les croyances. Donc finalement, ce qu'il fait en supposant Jésus comme un germe, et il reprend, il y a même une citation géniale où il dit, dans un texte de jeunesse, il est encore séminariste, hein, qu'il veut imaginer un verset vermissum et non homo, parlant de Jésus, je suis un ver et non un homme, qu'il veut même l'imaginer au stade antérieur, ce qui très concrètement, dans l'implicite, veut dire globalement au stade spermatique du Christ. Vous voyez un peu le blasphème, hein, c'est un séminariste qui a écrit ça. C'est proche d'une espèce de délire scientifique, c'est quelques lignes, hein, c'est très court, ça c'est dans les notes de jeunesse ou les cahiers de jeunesse. Mais on est là à un moment où voilà, là on le voit vraiment littéralement, ce germe, qui est un moment d'origine. La synthèse, c'est le moment final. Renan suppose quelque chose qui n'est pas une apocalypse, mais qui va devenir une synthèse de tout, et ça j'en ai parlé dans les dialogues philosophiques, dans la vidéo consacrée au dialogue philosophique. J'avais pris l'édition Ludis Reta qui est rangée à peu près par là, mais on le trouve en ligne. Où globalement le savoir et le croire vont fusionner. En fait, la distinction, pour Renan, la distinction entre croire et savoir, j'y vais à la hache, mais lui aussi, hein, d'une certaine façon, elle n'est que temporaire parce que la religion se trouvera vraie. Et c'est ce moment-là qu'il espère hâter par plus de science. Finalement, il n'a quitté la foi que pour y revenir. C'est ce que ça veut dire. Et ce n'est pas seulement qu'il a déplacé sa foi vers la science, c'est qu'il lui faut la science pour avoir plus de foi. C'est compliqué, hein ? Et ça va avec une façon donc très compliquée de penser le changement, et qui là est profondément lié à des mouvements d'histoire des sciences, à des modèles opposés entre le développement, le transformisme, l'évolutionnisme, et il m'est assez difficile de distinguer très précisément le modèle de Renan, mais globalement en fait, Renan, c'est quelqu'un qui a un modèle plus transformiste, un modèle de développement plutôt qu'un modèle de mutation comme chez Darwin, en gros. Alors que Renan est le premier défenseur non scientifique de Darwin en France, dès 1963. D'après Yvette Conry, dans Introduction du darwinisme en France, une thèse extrêmement précieuse. Donc, voilà, comment il pense ces distinctions, comment, finalement, voilà, si on pense que le christianisme, c'est pas le judaïsme et que l'un vient de l'autre, et que l'islam en vient encore, comment les choses dérivent-elles les unes des autres, et comment quelque chose peut évoluer en gardant son identité dans le temps. En fait, la question que pose Renan, c'est celle
que posait déjà Aristote, c'est celle de la substance. Et c'est une question théologique et métaphysique majeure, qui a des applications très concrètes dans ces textes. Et là, on est vraiment dans des textes de jeunesse, ce qui est logique puisqu'il est séminariste, avec des évolutions très nettes et très fondées sur des modèles naturalistes qui ne sont pas toujours explicités. Donc là, il faut de l'histoire des sciences. Et cette question, elle amène à ce que j'ai déjà un peu signalé. Quelle est la nature de la culture? Ce qu'on n'appelle pas culture au XIXe siècle encore, le mot culture existe. Mais qu'est-ce qui s'oppose à la nature? Eh bien, un coup c'est la civilisation, un coup c'est la société, un coup ça va être l'éducation. Parce que la nature, ce rapport nature-culture, il est en train de se constituer à l'époque. Et globalement, pour Renan, tout est naturel et en même temps, tout est spirituel. Je vais expliquer. Il n'y a pas tellement finalement de distinction chez Renan entre matériel et immatériel. Ce qui veut dire que en ne s'encombrant pas de cette distinction matérielle-immatérielle, Renan peut transférer les méthodes des sciences nat à l'étude philologique des textes et à l'élaboration de modèles historiens, pour penser l'histoire ou historiographique. Et là, la grande question, c'est de savoir dans quelle mesure l'humanité est libre, est-ce qu'on peut sortir d'un modèle, et voilà, s'il y a un germe de départ, est-ce qu'on peut dépasser le germe? Globalement, pour Renan, on ne peut pas. Mais, cela dit, dans ce développement, on peut avoir des surprises majeures. Mais on restera dans ce germe initial, ce qu'aujourd'hui on appellerait le programme. Ce sont des questions qui sont toujours présentes quand on parle d'ADN, et aujourd'hui d'épigénétique. Tout cela amène à des questions, c'est mon chapitre 4.3, une histoire naturelle des esprits, qui sont finalement, quels sont les documents de l'historien? Que se passe-t-il? Ça veut dire quoi étudier une histoire avant les traces de l'écriture, avec ce modèle de l'induction? Comment fait-il? Renan, globalement, à mon avis, est vraiment un précurseur, je déteste ce terme, il n'est pas scientifique, précurseur. Mais Renan, en faisant cette histoire de l'esprit humain, est très proche de ce qu'on appelle ensuite les histoires des idées, histoire de la science, histoire des savoirs, histoire des mentalités et maintenant histoire des émotions. Donc, il y a un peu du Alain Corbin chez Renan, mais il ne faut pas être anachronique non plus. En tout cas, il prépare un terrain à ce niveau-là et il prend en compte autant que possible les conditions naturelles de vie des peuples passés et même des paysages. Parlant d'un cinquième évangile pour parler du paysage galiléen, mais il n'est pas naïf, il sait bien que ça a changé en presque 2000 ans. Donc cet évangile est lacéré mais lisible encore, et une note indique qu'il a eu le soutien et l'aide d'un botaniste historique pour savoir à quoi ressemblait le paysage galiléen. En tout cas, Renan suppose, un peu comme Taine, une influence assez forte du milieu sur l'essence, les idées, ça c'est très présent dans la vie de Jésus. Et sur la façon dont, par exemple, des pratiques comme le jeûne ou l'ascèse vont avoir un impact mental. J'en arrive au dernier chapitre, mon préféré, d'abord parce que je finissais, et parce que vraiment je le trouve bon. Je suis désolée de le dire comme ça, mais j'aime vraiment ce 4e chapitre. Et je suis heureuse à chaque fois que je le relis. Parce qu'il a été un immense plaisir à écrire. Et j'ai une sensation de vrai qui... c'est ce genre de sensation, c'est un critère scientifique pour Renan, mais ça n'est plus aujourd'hui. Mais tout s'enchaînait tellement bien, tout se télescopait, avec une immense fluidité. Je l'écris dans le flow, en fait, parce que ça marchait. Voilà. Ce sont des moments qui arrivent, alors aussi parce qu'on a tous les autres dans les pattes, avant, qui s'intitule donc Le texte et l'organisme, écrire l'histoire, avec mes dadas, déjà là, approfondis, et qui vont encore être explorés. Parce que ce sont toujours mes questions. Ma grande question dans la vie, c'est comment on sait. Et ma nouvelle question, c'est comment on est féministe. Mais là, c'est plus tellement la question de Renan, mais ce qu'il y a en commun entre Renan et le féminisme, ma grande question, c'est comment on sait, mais comment on invente. Et donc, comment on crée des concepts.
Globalement, Renan met en place une épistémologie qu'il récupère chez Vico, qui est traduit à l'époque par Michelet, donc qui met le probable au centre de l'analyse historique. Et ça, bon, bah, il faut bien comprendre que chez Renan, tout est probable et qu'il y a que Vie de Jésus est une biographie probable du Christ, qu'il présente bien comme n'étant pas avérée. Et ce probable est extrêmement précieux, parce que ce probable lui donne des libertés d'écriture, jusqu'au monologue intérieur. On l'a vu avec Marie-Madeleine. Mais qui est aussi une forme d'épistémologie assez généreuse, Renan partant du principe que les faux sens, les contresens sont extrêmement précieux et qu'ils peuvent même implicitement ou volontairement ou comme ça permettre aussi une circulation d'idées. Là, il s'appuie sur une pratique dont il a bénéficié au séminaire, qui est celle des objections. J'explique. C'est-à-dire que les petits séminaristes, ils doivent se préparer à la vie mondaine et aux polémiques de leur temps, surtout à Saint-Sulpice qui a un séminaire d'excellence. C'est le normal sup des séminaristes. Et donc, enfin à l'époque en tout cas, je ne sais pas comment ça se passe aujourd'hui, ils sont formés aux textes de leurs opposants et aux objections à ces textes. Malheureusement, ces objections, elles sont souvent faibles. Ça, il le raconte dans les souvenirs d'enfance et de jeunesse. Et c'est une pratique, en fait, qui est transséculaire, qui est extrêmement ancienne. Et là, je me suis appuyée sur la thèse de Renan Averroès et l'avéroïsme pour montrer comment... Donc, et ça, c'est très intéressant, parce qu'en fait, Renan, dans cette thèse, fait l'histoire d'une erreur et d'une imposture. Donc, il fait la vie d'Averroès, c'est vraiment la partie la plus petite, mais qui est déjà très intéressante, la vie, l'œuvre. Mais ce qui l'intéresse, c'est Averroès et l'avéroïsme, c'est la réception d'Averroès, et surtout comment Averroès est devenu le prête-nom de toutes les hérésies. Que ce soit pour s'en effrayer, on va dire sincèrement et réellement, ou pour pouvoir être hérétique sans le dire, à une époque où l'hérésie est lourdement condamnée. Et ça, voilà, ça donne... C'est là où on voit que le séminaire a été précieux pour Renan. Bon, et ce sont des choses que l'on voit avec la pratique de la censure, mais qui sont décuplées quand on est séminariste, au XIXe siècle. Et ça donne finalement un immense espoir qui est celui que on peut toujours lire entre les lignes et autre chose. Et comment on va lire entre les lignes et comment les textes circulent. Et comment le fait même que les textes ou les idées sont l'objet d'incompréhension, parfois majeure, joue. Voilà. Tout est fécond excepté le bon sens, hein, dit-il dans une phrase, bon, qui n'est pas ma préférée, mais qui donne quand même une idée aussi de cette... moi, j'y vois vraiment une vraie générosité épistémologique, même si il y a très clairement un classement entre le vrai, le faux, le probable, hein, dans son système. Et ça, on va le retrouver dans les certitudes, probabilités, rêveries des dialogues philosophiques dont j'ai déjà parlé. Ça m'a amené dans une sous-partie à ébaucher un Renan... écrivain merveilleux scientifique serait beaucoup dire parce qu'il n'y a pas de mise en récit, mais à consacrer vraiment une sous-partie de ce chapitre aux conjectures, aux hypothèses, aux petits développements dans des textes théoriques. Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup et que je vais prolonger, très important aussi chez les féministes. Parce que la question, c'est comment on imagine, comment on invente le concept, comment on imagine aussi un autre horizon, un autre imaginaire politique. Et viennent ensuite des questions très complexes. Alors c'était déjà compliqué pour la métaphore parce que je me suis vraiment appuyée sur... Enfin, j'ai vraiment synthétisé les théories du symbole du 19e et de la métaphore, en partant aussi de Derrida, de Ricoeur, pour comprendre ce qu'est une métaphore chez Renan. Renan, en fait, ces métaphores, c'est comme pour les chrétiens, c'est quelque chose qui revient beaucoup sur ma chaîne. C'est quelque chose qui est en train d'advenir et qui n'est pas encore là, mais qui est déjà là quand même, avec cette tension ontologique qui se traduit en tension linguistique. Ça, c'est la métaphore vive de Ricoeur, qui l'explique très bien, et qui est toute la tension qu'il y a dans le royaume des cieux et parmi nous. Autre point, vraiment, peut-être de détail, de figure de style, mais qui me semble absolument majeur chez Renan, et qui m'ouvre d'autres perspectives et d'autres horizons intellectuels que je m'empresse d'explorer, parce que clairement ça m'éclate et je trouve ça hyper intéressant. La métalepse. La métalepse, c'est un franchissement de saut énonciatif,
Et c'est largement étudié par Genette. Il y a beaucoup d'autres études ensuite qui partent quand même globalement beaucoup du texte de Genette. La grande question, c'est de savoir, en fait, pour Genette, la métaphore est un indice de fictionnalité, donc du fait qu'un texte est fictif, parce que quand le personnage sort du film, vous êtes vraiment en fiction, puisqu'en vrai, le personnage, il sort pas du film. Et ça, vous le savez, par exemple, quand vous avez du théâtre où les acteurs, concrètement, sortent de la scène, arrivent dans le public, en général, on se recule, ou en théâtre de rue. On garde la limite du quatrième mur. Et on peut être gêné par ce franchissement. Ça nous montre à quel point on sent cette limite entre réalité-fiction, en gros. Qui n'est pas forcément la limite vrai-faux. Hein. Voilà. C'est encore compliqué, mais ça peut se recouper. Néanmoins, il se passe des choses très intéressantes parce que Renan, eh bien, c'est un historien qui est bien moins présent dans ses textes que Michelet, d'ailleurs mentionné par Genette, mais qui s'appuie quand même sur des moments biographiques pour faire des attestations, qui est présent dans ses textes, qui met en place un dispositif qui n'est pas le dispositif académique le plus lourd, on est au XIXe siècle, et il essaie d'avoir un grand public, ça lui réussit très bien, mais voilà, qui peut intervenir, mais assez peu, et qui va aussi intervenir donc par des jugements, etc. Donc j'étudie ce qui fait métalepse dans les textes, et je montre, je crois, que la métalepse dans un récit théorique, dans un texte théorique exactement, parce qu'un récit théorique, c'est compliqué, c'est très dur, est-ce que c'est un récit ou pas, l'histoire des origines du christianisme? Là aussi, c'est une question compliquée. Est-ce qu'on a ou non immersion? Les comparaisons modernes, reprochées par Flaubert à Renan, elles cassent l'immersion. Mais elles sont aussi plus pédagogiques. Et en fait, sortir de l'immersion permet plus de pédagogie. C'est ce que fait Brecht avec le théâtre, à un autre niveau, évidemment. C'est le même principe. Et c'est pour ça que Renan n'est pas Flaubert. Et la métalepse, en fait, elle va venir attester. C'est pour ça que je dis que la métalepse est plutôt un catalyseur générique que véritablement un indice de fictionnalité, puisque ici, c'est plutôt un renforcement, une attestation de l'authenticité. Avec quand même quelque chose qui est très important, qui est de justifier le texte que l'on est en train d'écrire. Renan a des règles d'écriture, ça c'est vraiment cette avant-dernière sous-partie, bientôt c'est fini, sentiment de l'organisme et réécriture. Je vous l'ai dit, Renan, il ne fait jamais qu'une réécriture scientifique de la Bible, au plus probable, et ce probable, il est guidé par une intuition qu'il qualifie d'organisme. Faisant cela, il est à la fois, on va dire, très moderne et très tradit. Comme souvent, c'est-à-dire qu'il reprend des modèles rhétoriques qui sont ceux de Saint-Sulpice, pas un mot plus haut que l'autre, donc on va garder la Bible, pour montrer qu'en fait tout est déjà dans la Bible, et tout est déjà scientifique. Il garde la Bible, et en même temps, il permet de... Il va garder aussi l'idéal notamment de Fénelon, ça correspond vraiment... Il y a des moments... les paysages galiléens, c'est les aventures de Télémaque. Hein. Enfin, dans l'écriture, ça peut être vraiment très très proche. On n'est pas au point des aventures de Télémaque, bien sûr, mais il y a vraiment des accents fénéloniens, je vais y arriver, et qui s'appuie sur l'idée que le texte doit lui-même être un organisme. Et donc ça, c'est une idée qui est évidemment extrêmement importante pour un sujet comme le mien, et qui montre bien comment on n'est plus du tout en sciences naturelles. La pensée de l'organisme de Renan, c'est une pensée romantique de l'organisme. Ce n'est absolument pas une pensée réellement biologique, ancrée dans la biologie. Il a des idées de la biologie de son époque, et parfois il s'appuie même sur des modèles complètement périmés, ce qui pose des questions très intéressantes. Il sait par exemple que certains modèles comme le préformationnisme sont périmés à son époque, et pourtant il les utilise. Alors pourquoi? Eh bien parce qu'ils vont être plus évocateurs, qui vont lui permettre d'expliquer des choses, mais il les met un peu en rentrée parce qu'il sait quand même que c'est faux. Et en fait, je crois très profondément, ma dernière sous-partie s'intitule Degrés et dégradés. Il y en a un autre derrière sous-titre, mais j'ai perdu la page. Ah oui, mais c'est après la bibliographie, elle est trop longue. Degrés et dégradés des textes au texte, donc des documents de l'historien aux documents produits par l'historien en gros, et un texte organique. En fait, finalement, Renan, c'est quelqu'un qui, par ce sentiment de l'organisme, par généralisé, donc l'esprit humain est un grand organisme, enfin,
une grande essence avec plein de sous-organismes, langue, religion, peuple, etc. Donc les emboîtements peuvent être très compliqués et j'aborde frontalement, d'ailleurs je ne l'ai pas dit, la question de la race et de la pensée de la race chez Renan parce que c'est une question essentielle. Et oui, Renan est bien un racialiste scientifique du 19e, c'est indéniable, mais il n'est pas ce qu'en dit Edward Said. C'est plus compliqué. Mais c'est intéressant ce qu'a dit Edward Said, c'était important. Même s'il y a un peu de diffamation pure. Là, il y a aussi des attaques à Dominam dans le passage consacré à Renan de l'orientalisme. Il est bien le prosateur abominable que cite Césaire au début du discours sur le colonialisme. C'est du Renan. Et Renan, il y a à boire et à manger, c'est une expression que j'aime bien, mais oui, il y a aussi des abominations. Une, une défense de la colonisation, alors je n'en vois qu'une dans toute son œuvre, mais alors elle ne laisse aucun doute, et en tout cas, clairement, il fait l'étayage idéologique et théorique qui sert le projet colonisateur du 19e siècle, et tout en étant, lui, par exemple, abolitionniste de l'esclavage, voilà. Et dans le paternalisme absolu du 19e siècle, la pensée des peuples enfants en retard, etc. Il ne sort pas des modèles de son époque. C'est rare. Même à gauche, c'est très rare d'en sortir. Voilà. De cette idée d'un développement linéaire, en fait. Qui innerve complètement le siècle et qu'on retrouve encore. Ne nous pensons pas plus libérés que nous ne le sommes. Mais cette pensée de l'organisme, elle va avec une pensée du temps très long. Mais ça, c'est vraiment antichrétien. Enfin, c'est pas une attaque de l'Église, mais on n'est clairement pas dans la généalogie biblique. Et elle se fait par des variations infimes. En fait, alors avec des moments d'accélération, les fièvres, les ferveurs, le modèle nosologique de la maladie peut prendre le dessus, et donc il parle du christianisme comme selon un modèle épidémiologique, avec des cartes, et il montre voilà, il fait les tracés. Ça sont là dans Paul, je crois, la carte à déplier. À mettre au-dessus de votre lit. Et il met en revanche, voilà, avec ces infinies variations qui sont liées au collectif et une fascination qu'il a déjà quand il cherche un modèle physicien et avant d'en arriver à ce modèle naturaliste, il cherche comment d'innombrables petites causes peuvent faire avancer quelque chose pour penser le collectif. Comment on conceptualise le collectif. Bien sûr que son modèle il est périmé, mais il a cette pensée collective qui n'est pas celle qui inclut celle des grands hommes, mais qui ne se limite pas à elle. Bien sûr que c'est pas Marx. Marx, il est beaucoup plus catégorique et Renan refuse l'histoire économique parce qu'il est dans ce modèle idéaliste. Mais on est dans ces époques de tâtonnement ou parfois d'affirmations très péremptoires. Je parle aussi pour Renan. On y est. Et donc, ces évolutions, ou ces développements plutôt, sont aussi dans cette épistémologie généreuse que je décrivais, la trace des tâtonnements ou les moments où les choses sont plus ou moins sûres et une chose en devient une autre de façon imperceptible ou va devenir de moins en moins sûre, aller de plus en plus vers la rêverie. En fait, le modèle qui est derrière ça, c'est le modèle du plan du plan unique d'Étienne Geoffroy Saint-Hilaire qu'il étudie en tératogénie et avec les infinies variations autour d'un plan unique. Alors le plan unique, c'est en fait le fait que vous soyez globalement à peu près toutes et tous, mais il y a des exceptions, comme toujours dans la nature, comme on dit, c'est-à-dire le fait d'avoir une orientation au bas, et, enfin donc c'est le ventre dos et au bas, en gros, enfin voilà, que les organes se structurent en fonction d'un repère qui se met dans l'organisme. Notamment, et puis que il y a aussi donc toutes ces étapes dans l'embryon, dans le développement embryonnaire. On rappelle, il n'y a pas ni d'IRM, ni d'échographie au 19e siècle, hein, on ne sait rien. C'est secret les embryons. Donc on va, en fait ce qu'a fait Geoffroy Saint-Hilaire, c'est qu'il a utilisé des couveuses à œufs, ça s'invente au 19e siècle pour chauffer les œufs, et se passer des poules, et parce que c'est quand même plus pratique.
pratique que d'avoir les poules. Et il étudie des œufs à différents stades pour voir à quoi ressemble un développement embryonnaire. Ou à partir d'avortons, enfin d'embryons animaux avortés. Et le reste, c'est une reconstitution très probable, exactement comme celle que Renan fait dans ses récits. Et ce modèle, en fait, des degrés d'une espèce à l'autre, ça c'est au niveau individuel, mais c'est aussi au niveau collectif chez Geoffroy Saint-Hilaire, c'est le modèle qui va en permanence sous-tendre toute la pensée, toute l'écriture de Renan, d'aller d'un degré à l'autre, d'une pensée à l'autre, et de montrer ces changements imperceptibles, et de comment les percevoir, comment les écrire. Et à ce niveau-là, il suppose dans un de ses textes, là le titre ne me revient plus, il imagine, il aimerait pouvoir écrire avec des encres dégradées, ça ne veut pas dire abîmées, mais en dégradé, pour que le moins probable, le moins sûr soit écrit selon les teintes les plus évanouies. Et c'est ça que j'ai pris pour la fin de ma thèse. Et les choses les plus sûres, elles seraient écrites de façon assertive, en noir par exemple. Et donc on a quelque chose qui irait du noir vers la transparence, selon ce degré de probabilité, qui structure donc complètement même la façon d'écrire de l'histoire, le style renanien. Renan était considéré comme le plus grand prosateur du XIXe siècle. Parfois on précise après Hugo, parfois pas. Mais pour qualifier ce qui est aussi critiqué en style molle, efféminé, style de prêtre dans les critiques, mais qui est un style d'une fluidité extrême. Pas toujours. J'ai pu montrer dans un article, puis j'ai repris un peu dans la thèse, il y a des caricatures chez Renan, il y a des monstres, enfin des choses hautes en couleurs, mais cette fluidité permanente qui permet de passer l'un à l'autre, et qui en fait correspond à un idéal classique, très clairement. Fénelon Saint-Sulpice, mais aussi à ce modèle qu'offre Étienne Geoffroy Saint-Hilaire. Ma conclusion n'est pas très longue, et puis je vais pas tout spoiler. Je suis vraiment très heureuse de présenter vraiment officiellement la thèse, maintenant, dans mes mains. Un gros bébé, je vous mets le lien, mais demandez à votre bébé de l'acheter, voilà, 574. C'est si on compte cela, mais on compte pas normalement. Si on compte en fait. Ouais. On est sur un moment... Je crois que je suis contente et que je mérite une petite sieste en attendant les prochains travaux. Je vous remercie infiniment. Je remercie encore Champion, ma grande relectrice, ma maman, tout mon entourage, scientifique, amical, familial. Et je vous dis à bientôt.